Entrer dans des lieux d'exception, pousser la porte d'édifices habituellement fermés au public, voilà ce que permettent les journées européennes du patrimoine ce week-end. Bonjour Mathilde Méraud. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes conservatrice régionale adjointe des monuments historiques. Ces journées ont été créées il y a donc 40 ans. Dans quel but ? Dans le but de pousser à la curiosité, de se dire que finalement on habite entouré de plein de choses intéressantes sur lesquelles on ne porte pas forcément le regard. Et donc inciter vraiment les habitants à passer les portes et à aller découvrir ce qui les entoure. Pourquoi ça fonctionne ? Pour la curiosité, je pense que tout le monde est assez curieux de nature, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière la porte de cet hôtel particulier dans lequel je passe tous les jours et que parfois dont parfois j'entreaperçois la cour, ou la curiosité de se dire, tiens, je vais suivre une visite guidée ou aller découvrir un métier que je ne connais pas parce qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité. Parce que quelle que soit la situation, par exemple économique, la situation sociale, eh bien ces journées restent un succès, donc ça ne dépend pas de l'état d'esprit finalement des gens. Non. L'année dernière, on a eu dans les Hauts-de-France 500 000 visiteurs. On a une croissance à chaque fois des événements qui sont proposés d'année en année. Donc je pense qu'effectivement, il y a de l'envie et de la part des propriétaires ou des institutions qui proposent quelque chose et de la part des visiteurs de découvrir ou de redécouvrir des lieux qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Des édifices religieux, des bâtiments administratifs, militaires, judiciaires, des lieux de commémoration, des sites industriels, des ateliers d'artisans, beaucoup de demeures privées. Quel est le cahier des charges ? Parce qu'on a l'impression qu'à part des prisons et des centrales nucléaires, eh bien c'est open. C'est vrai que le patrimoine, ça a une acceptation très large et de toute façon, le patrimoine qui est protégé au titre des monuments historiques aussi est assez large. On n'a pas uniquement des églises ou des châteaux qui sont protégés au titre des monuments historiques. Ça peut aller de l'usine, de la villa privée, de l'hôtel particulier, de l'ancienne fosse de mine. Enfin, vraiment, on a des typologies qui sont assez larges. Et c'est vrai que, notamment les dernières années, de plus en plus, l'offre s'élargit avec des ateliers pour les jeunes publics, avec des visites insolites, des escape games ou tout ce genre de choses pour amener toujours à la curiosité et à la découverte. Vous venez de dire protégé par les monuments historiques. Ça veut dire quoi, être protégé par les monuments historiques ? Alors, le monument historique, ça existe officiellement, la loi des monuments historiques, c'est de 1913. Et on a les édifices qui sont inscrits au titre des monuments historiques ou classés au titre des monuments historiques, soit des immeubles, soit des objets, parce qu'on a aussi des objets monuments historiques. Et c'est une reconnaissance de la nation sur l'intérêt de ces édifices ou de ces objets. Avec, si on est inscrit au titre des monuments historiques, c'est une reconnaissance plutôt à l'échelle régionale, un intérêt suffisant au regard de l'histoire, de l'art de l'édifice. Si on est classé, c'est une reconnaissance au niveau national, c'est un intérêt public au regard de l'histoire ou de l'art. Voilà, donc les monuments historiques qui pour pas mal de monde pourraient être simplement ces personnes qui retoquent des projets d'aménagement, de construction. Alors je caricature à peine, mais parce qu'il y a un clocher à 300 mètres qui a vue sur le Velux. C'est pas seulement ça, vous nous dites clairement, c'est autre chose. Non, on ne protège pas un monument historique pour embêter les voisins, c'est pas du tout l'intérêt. Un édifice qui est protégé monument historique, c'est parce qu'il a un intérêt donc architectural, historique, au regard des techniques de construction, au regard d'une typologie, parce qu'il est exceptionnel, parce que il représente quelque chose pour le territoire et pour l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture. Et effectivement, le monument historique va générer un périmètre de 500 mètres de rayon autour pour que l'écrin en fait, de ce monument historique, le paysage autour, continue d'être préservé et que le dialogue continue de se faire en bonne intelligence entre ce qui l'entoure et le monument lui-même. Mathilde Méraud, conservatrice des monuments historiques, comment est-ce qu'on définit de nouveaux monuments historiques ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être ? Qui et comment ? Alors, c'est pas moi toute seule qui vais décider ce qui est un monument historique. La demande peut être formulée par n'importe quel citoyen ou quelle institution ou association de défense du patrimoine adressée au préfet de région. Et ensuite, il y a une commission qui s'appelle la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui est chargée d'étudier les demandes qui sont reçues
au regard justement du corpus, des éléments fournis déjà. La première étape, c'est aussi de constituer un dossier, hein, il ne s'agit pas juste de faire un courrier en disant « je voudrais protéger la maison de mon voisin », il faut quand même apporter quelques billes historiques et démontrer pourquoi effectivement on pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, ce dossier est présenté devant des instances composées de professionnels du patrimoine, d'élus, de représentants d'associations, d'universitaires qui vont rendre un avis soumis. Ensuite, la décision revient au préfet de région. Et ensuite, inscription ou classement. Parmi les conséquences concrètes pour un privé, par exemple, si son logement, si sa demeure vient à être classée, qu'est-ce que ça entraîne? Alors, pour que l'édifice soit classé au titre des monuments historiques, donc ça se passe en 2 temps. D'abord, il faut être inscrit, ensuite que la commission régionale ait émis un vœu de classement, qu'ensuite ça passe en commission nationale pour qu'on ait une décision du ministre de la Culture sur le classement. C'est un temps qui est long. Et pour le classement, l'avis du propriétaire est de toute façon recueilli. Donc on ne va pas classer monument historique un édifice sur lequel le propriétaire ne serait pas d'accord. Voilà. Donc déjà, pour le classement, c'est ça. Sur l'inscription, l'avis n'est pas obligatoire, mais il est quand même toujours recueilli parce que c'est pour le dialogue, c'est plus facile. Et en contrepartie, les travaux sont financés par... Alors, ensuite, effectivement, les travaux sont encadrés pour qu'on puisse continuer de respecter le patrimoine qui est arrivé jusqu'à nous. On s'inscrit vraiment dans un temps qui est très long. Nous, on n'est que de passage. Le monument, il est là souvent bien longtemps avant nous et il sera là, on l'espère, et on fait tout pour qu'il soit là bien longtemps après nous. Donc, les services de l'État exercent ce qui s'appelle le contrôle scientifique et technique sur les travaux. Donc, on regarde les autorisations de travaux, on émet parfois des prescriptions sur l'utilisation de tel ou tel matériau, et on peut accompagner financièrement, donc dans la limite des disponibilités budgétaires, comme pour toute demande de subvention, mais les travaux monuments historiques sont éligibles à la subvention. Revenons aux Journées européennes du patrimoine. 2095 événements organisés dans les Hauts-de-France. Il y en a forcément près de chez vous, puisque 711 se tiennent dans le Nord, 256 dans la Somme, 618 dans le Pas-de-Calais. Quel conseil vous donnez à celles et ceux qui nous écoutent pour choisir, identifier, trouver le lieu à visiter ? Alors déjà, de regarder sur le programme, soit le programme qui est en ligne, soit le programme qui est parfois repris par les collectivités qui vont éditer un fascicule avec les événements vraiment près de chez vous. Donc de regarder sur le programme ce qui est proposé, de s'assurer que la visite n'est pas sur réservation et déjà complète, parce qu'il n'y a rien de pire que de se présenter et puis d'être refoulé, parce que finalement, on ne peut pas rentrer dans un lieu où on rêvait d'entrer. Je le rappelle, donc des visites, certaines se réservent. Certaines se réservent, certaines sont déjà complètes, donc vérifier la disponibilité de la visite avant. Et moi, ce que je conseille et ce que je trouve intéressant, c'est d'aller voir ce qui est vraiment à côté de chez nous et ce sur lequel devant lequel on peut passer tous les jours sans soupçonner ce qui se passe derrière la porte. Et donc faire des belles découvertes, en tout cas, voilà, préparer à minima et faire quand même de belles découvertes. Des découvertes à proximité. Et comment est-ce qu'on se prépare? Une fois qu'on a identifié un lieu, comment est-ce que, pour être sûr de ne rien rater, comment est-ce qu'on se prépare? On se laisse guider. Non, mais souvent les visites, soit on a des visites qui sont libres, donc on peut aller à la découverte des espaces par soi-même et puis avoir peut-être un petit fascicule d'aide à la visite et puis faire des visites guidées. Alors peut-être ça peut impressionner au début de se dire j'ai pas forcément envie d'avoir 1h30 de visite, mais souvent ça permet quand même d'apprendre énormément de choses et de se laisser porter par quelqu'un qui transmet, parce que les visites, les journées du patrimoine, c'est vraiment une question de transmission et de partage d'une passion souvent, donc voilà, faut faire confiance. Mathilde Méroux, conservatrice régionale adjointe des monuments historiques et donc l'invitée d'RCF Hauts-de-France, interview en intégralité à retrouver sur le site rcf.fr ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est les retombées. Quelles sont les retombées pour les lieux qui ouvrent leurs portes? Parce qu'il y a les lieux habitués, puis il y en a d'autres qui sont moins habitués. Alors en retombées, on a forcément des retombées économiques qui peuvent être plus larges pour le territoire, parce que parfois quand on se déplace pour aller visiter un château un peu loin, ça va nous prendre un peu plus longtemps dans la journée, on va aller déjeuner dans le restaurant du coin, donc on peut avoir des retombées qui sont plus larges que juste pour le monument qui est ouvert. Après, on a beaucoup d'événements qui sont gratuits, mais on a certains événements ou visites qui sont quand même payantes, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de propriétés sont aussi des propriétés privées ou des propriétés d'associations qui ont besoin de fonds aussi pour restaurer ou entretenir le monument. Donc parfois, on se dit, mince, c'est payant, mais finalement, c'est une manière de participer à l'entretien et à la sauvegarde du monument. Donc c'est
Donc c'est quand même quelque chose qui peut être important aussi. Qui paye les agents mobilisés? Je pense aux mairies, aux musées, aux lieux publics. Ce sont des agents, des fonctionnaires ou des agents contractuels. Donc c'est une rémunération habituelle finalement. Par exemple, moi je vais travailler aux Journées du patrimoine, j'aurai une journée de récupération de mon temps de travail passé le dimanche. Pourquoi avoir limité les visites en un seul week-end? Alors, c'est limité et pas limité, je dirais. Les Journées du patrimoine, pour moi, c'est plutôt vraiment un focus et ça permet de parler de patrimoine, un rendez-vous annuel depuis vraiment plusieurs décennies maintenant, que tout le monde connaît finalement. Tout le monde l'a dans sa tête de se dire, tiens, c'est la rentrée, les Journées du patrimoine vont arriver. Donc, c'est vraiment identifier un week-end où on va parler plus facilement de patrimoine. Après, des visites, sauf quelques sites exceptionnellement ouverts, mais il y a quand même beaucoup de visites qui sont proposées tout au long de l'année. Soit dans des châteaux privés, souvent en fait en se renseignant on se rend compte qu'ils sont ouverts l'été, le week-end, etc. parce que ça marche avec des saisons touristiques. Donc voilà, c'est un focus, un temps de communication, un rendez-vous habituel, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qu'on peut visiter tout au long de l'année. Et puis les journées nationales de l'architecture, les journées, la nuit des bibliothèques. Qu'est-ce que ça dit d'un peuple finalement, d'une nation, la manière dont on préserve son patrimoine, dont on prend soin de ses monuments historiques? Alors, le patrimoine, c'est un marqueur territorial, c'est une identité d'un territoire, ça raconte l'histoire des gens, l'histoire des lieux, l'histoire du pays dans lequel on est, pays pas forcément nation, mais déjà le territoire dans lequel on est, et donc c'est quelque chose que l'on transmet, que l'on a envie aussi en tout cas, c'est mon cas, j'espère que c'est un cas qui est partagé par beaucoup, mais qu'on a envie de transmettre à ses enfants, de faire connaître à ses amis quand ils viennent dans la région, de dire, voilà, ma région, finalement, c'est des châteaux, des mines, des églises, des usines, c'est une diversité, et c'est tout ça qui constitue le paysage et la vie locale. Mais est-ce que c'est suffisant pour se l'approprier et en faire un bien commun ? Je pense que oui. Si on s'en va démolir une église, tout de suite, on a une levée de bouclier, par exemple. Donc, c'est bien le sens qu'en fait, ce qui est devant nos yeux, on a beau ne pas s'y intéresser tous les jours, le jour où ça n'y est plus, on s'en émeut et on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Vous parlez d'églises. Est-ce que ce sont des bâtiments particuliers dans la préservation du patrimoine ? Alors oui, c'est une typologie qui est beaucoup représentée dans les monuments historiques, et parce que l'histoire fait qu'il y a une église au centre de chaque village ou presque, donc c'est quelque chose qui reste encore très présent aujourd'hui dans le territoire, mais on a vraiment d'autres choses aussi comme symbole et comme édifice. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais à Lille, pour les Journées européennes du patrimoine, une 60aine de jeunes sans-papiers, en attente de reconnaissance de minorité, font visiter leur campement de fortune. Ça se passe dans le quartier de Bois-Blanc. Alors, il s'agit pour la plupart de jeunes qui avaient été, on en avait parlé sur l'antenne, accueillis l'hiver dernier dans les paroisses du Grand Lille. Est-ce qu'ils ont raison de se mêler à cette Journée du patrimoine et d'inviter le public, finalement, à visiter leur campement ? Voilà, après, pourquoi pas, j'avais pas vu passer l'information, mais après, c'est aussi une façon de dire que tout fait patrimoine, finalement, aujourd'hui. Mathilde Méraud, patrimoine, ça nous vient tout droit du latin, patrimonium, qui signifie l'héritage du père, ça vous aura pas échappé. Alors, on garde le terme, ou est-ce que dans l'esprit ambiant, on y met du matrimoine, on le remplace, ou on ajoute, on superpose, comment on fait ? Alors, il y a les Journées du matrimoine qui existent et qui permettent de faire un coup de projecteur sur des expositions autour de la femme ou la place des femmes dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des villes, dans l'histoire générale. Donc pour moi, l'un n'est pas antinomique de l'autre et patrimoine est plus large que juste l'héritage du père, c'est l'héritage des années passées. Il y a quelques années, vous aviez signé une tribune aux côtés de plus de 1000 experts du patrimoine après l'incendie de Notre-Dame. Vous appeliez les autorités, avec les 1200 autres, à la prudence, soulignant que la restauration de la cathédrale de Paris était un enjeu qui nous dépassait tous. C'était avant le choix des plans, avant la remise... C'était au lendemain de l'incendie de Notre-Dame. Exactement. Oui. À moins de 3 mois de la réouverture, vous êtes satisfaite. Vous vous dites, le job a été fait. Ça a été fait dans des délais incroyables. Preuve que quand on a les moyens... on arrive à faire des choses extraordinaires.
il y a encore des polémiques sur les vitraux, sur certaines choses. Mais oui, enfin voilà, on est quand même en face à un défi assez extraordinaire qui a été mené par les architectes en chef des monuments historiques. On a une grosse équipe qui a été constituée autour de ça. On a des équipes d'experts aussi qui ont été missionnées. L'INRA n'a pas pu faire des fouilles à révéler des merveilles de Notre-Dame passée. Donc oui, après, le temps du patrimoine est un temps long et parfois se précipiter peut entraîner pas forcément des erreurs, mais des choses que l'on n'aurait pas faites si on avait pris le temps de se poser un petit peu et d'y réfléchir et de laisser le temps à la recherche. C'est aussi quelque chose qui est important. On ne peut pas être que dans la réaction. Enfin, ils sont peu nombreux, hein, les experts qui auraient prédit que, eh bien, effectivement, les délais allaient être tenus, et tout de même pour un résultat qui, a priori, vous avez parlé de mobilier ou de vitraux, mais sur un ensemble qui satisfait la plupart des professionnels, hein, on est bien d'accord. Une dernière chose sur ces journées européennes du patrimoine, Mathilde Méraud. Est-ce que oui ou non, ce sont des moments à privilégier en famille? Parce que là, je sais qu'il y en a qui se disent, oui, mais moi, j'ai mes enfants, est-ce que je peux débarquer dans un château? Est-ce que je peux débarquer à la préfecture, au palais de justice? Est-ce que oui ou non, ce sont des moments en famille? J'espère, je le souhaite. Après, c'est vrai que quand on est parent de jeunes enfants, c'est pas évident. Je parle en connaissance de cause, de se dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme visite qui ne va pas non plus perturber les autres visiteurs, parce que c'est souvent des questions qu'on peut se poser en se disant mais si je fais une visite guidée pendant 1h30 avec mon petit de 2 ans qui court partout, c'est agréable pour personne. Mais il y a quand même des offres, enfin, des choses qui peuvent se faire avec des jeunes publics, et il y a de plus en plus d'offres, notamment par les musées, les villes d'art et d'histoire ou les institutions un peu publiques de visites spécifiques pour des jeunes publics avec des tranches d'âge un peu données. Donc, je pense qu'on peut trouver une offre qui corresponde à tous. Est-ce que ces journées, dans votre vie personnelle, ont joué un rôle peut-être dans le fait que vous ayez embrassé ce métier? Alors, on est souvent, quand on embrasse un métier passion comme un métier comme ça, on peut avoir une histoire familiale qui fait que, moi en l'occurrence c'est le cas, je viens d'une famille de militants du patrimoine, donc soit j'étais contaminée, soit j'étais vaccinée, j'ai été contaminée. Et donc, à mon tour de prendre un peu le flambeau de la défense du patrimoine à une échelle différente. Ça vous met en joie? Ça vous rend heureuse? Ben oui, plutôt. Enfin, quand on a les moyens de faire ce qu'on peut et de participer à la sauvegarde, à la restauration et voir aboutir des projets, évidemment, c'est toujours satisfaisant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement, Mathilde Méraud. Je rappelle que vous êtes conservatrice régionale adjointe des monuments historiques.